Mesdames, Messieurs, bonjour, bon après-midi. Merci d'être présents pour cet atelier sur le thème technologie automobile et sécurité routière. Dans un instant, je vais vous présenter les différents invités, mais tout d'abord, nous allons écouter, et nous en sommes très heureux, monsieur le délégué interministériel à la sécurité routière, Jean-Robert Lopez, qui nous fait l'amitié de venir sur le Mondial, qui a fait une petite visite et qui a eu, je crois, il y a quelques jours de cela, un petit éclairage sur ce qui se fait dans le domaine de la technologie automobile. Alors c'est vrai que parmi vous, il y a des spécialistes, des gens qui connaissent bien l'industrie auto, d'autres qui la connaissent un peu moins bien. Et dans la mesure où justement le Mondial automobile cette année est quand même très axé sur la sécurité et les aides à la conduite, il nous paraissait intéressant de faire un atelier sur ce thème-là. Et sans plus attendre, puisque M. Lopez, votre temps est compté, je vous laisse la parole pour faire donc une petite introduction. Le micro est devant vous. Merci beaucoup. Donc on m'a demandé effectivement de faire cette introduction. J'ai envie de commencer par ce qui m'a occupé la semaine dernière. Donc la semaine dernière, nous étions avec Joël Valmin à Québec. Donc on avait traversé l'océan Atlantique et nous participions à un colloque sur les distractions au volant. Donc il y avait le téléphone, mais pas que le téléphone, il y avait toute une série d'autres sujets. Et bien évidemment, très vite, à travers le sujet des distractions au volant, qui encore une fois tournait autour du téléphone, mais tournait aussi sur un concept que certains chercheurs avaient appelé comme la pensée vagabonde, c'est-à-dire je suis dans ma voiture mais je pense à autre chose. En tous les cas, je ne suis pas exactement à ce que je fais. On est arrivé très vite aux véhicules autonomes. Et on a eu effectivement une partie de l'après-midi qui a été consacrée aux véhicules autonomes et quel progrès, ou en tous les cas que faut-il attendre en matière de sécurité routière, en matière de véhicules autonomes. On voit bien que les enjeux sont, au-delà de la sécurité routière, on voit qu'il y a des enjeux industriels. Hein. Les constructeurs sont bien évidemment interpellés. Il y a des enjeux également en matière de sécurité routière, parce que bien évidemment le délégué interministériel que je suis et la délégation, nous travaillons sur tout ce qui peut aider le conducteur, mais qui fait aussi en sorte que le conducteur reste maître de son véhicule et donc reste complètement en situation de conduite, j'allais dire pilotage, mais on ne va pas faire un parallèle avec l'avion, mais en situation de conduite. Et puis, il y a également des enjeux normatifs, puisque depuis que je suis délégué interministériel, et notamment grâce à M. Valmin, mais pas simplement, Ludovic Guillaume aussi, qui doit être parmi nous, j'ai bien évidemment eu à regarder ce qui se faisait au niveau international. En clair, on ne peut pas décider tout seul dans son coin d'ajouter tel ou tel type d'équipement. Ça, c'est un premier élément. Donc, j'ai appris que ça se faisait au niveau de l'Europe, premier élément. Parce qu'on pourrait imaginer que le délégué puisse, dans son coin, décider de manière jupitérienne que désormais, il faudrait tel ou tel équipement. Donc, certains l'ont appris, de mes prédécesseurs l'ont appris à leurs dépens, mais clairement, c'est un enjeu qui se fait dans le cadre... Enfin, dans tous les cas, c'est une réglementation qui se fait dans le cadre européen. Et puis, il y a, je dirais, deux actes fondateurs en matière de sécurité routière ou en matière de conduite automobile, qui sont la Convention de Vienne, 1968, et la Convention de Genève, je ne sais pas la date, mais M. Val, 49. Et donc, pour résumer, je dirais que celle de 49 a été signée par ceux qui n'avaient pas forcément signé celle de 68. Enfin, quand je dis celle, je parle des pays. Donc tout ça pour dire que tout ça est encadré, qu'au niveau international,
les pays se rencontrent pour décider, pour essayer en tous les cas d'échanger sur ce qu'est le conducteur, que doit faire le conducteur, etc., etc. Et que l'intervention aujourd'hui, l'arrivée du véhicule autonome est de nature à un peu bousculer nos schémas de pensée, avec toujours la problématique suivante. Il y a bien évidemment le monde industriel, les constructeurs automobiles et une partie, je dirais, y compris au sein de l'appareil d'État qui est là pour faire la promotion de l'industrie, qui a tendance à pousser en direction du véhicule autonome. Et puis, il y a une partie dont je fais partie, la sécurité routière, qui regarde l'arrivée du véhicule autonome avec perplexité, en disant, mon Dieu, mais comment va se comporter demain le conducteur? Est-ce qu'il y aura toujours un conducteur? Quelle sera sa responsabilité, etc., etc. Tout ça pour dire que, et en guise d'introduction, et puis peut-être pour prendre aussi la main, pour dire qu'il n'y a pas la querelle entre les modernes et les anciens. Il y a bien aujourd'hui une évolution du véhicule automobile qui va vers plus d'assistance. Cette assistance à la conduite doit aider bien évidemment le conducteur et doit bien évidemment aider la sécurité routière. Mais en même temps, cette évolution de la technologie embarquée au sein d'un véhicule pose la question de la fiabilité de ces équipements, la capacité à ces équipements à se comporter de la manière dont on a le temps qu'ils se comportent en toutes circonstances. Il y avait un Québécois qui disait, mais le véhicule autonome, tout ça est bien gentil, mais quand il y a un mètre de neige, il fait comment le véhicule autonome? Et je pense que sous forme de boutade, ça pose une vraie question sur jusqu'où le véhicule autonome peut être un moyen d'améliorer la sécurité routière et un moyen d'assister le conducteur. Et puis, dernier point, tout ça se fait encore une fois dans un cadre international, réglementé, et comment les intérêts je dirais, de l'industrie automobile française peuvent-elles être pris en compte au même titre que nos amis allemands de leur côté poussent aussi, et notamment le monde industriel allemand pousse aussi au développement du véhicule autonome avec les mêmes interrogations. Et donc je pense que là aussi, il y a vraisemblablement des enjeux au-delà des enjeux industriels, les enjeux de sécurité routière qui sont des enjeux normatifs. Le tout, c'est que bien évidemment, demain, l'Europe, pour citer l'Europe et peut-être pour aller au-delà de l'horizon européen, le monde, faire en sorte que la sécurité routière et l'objectif de 2000 morts à l'horizon de 2020 reste toujours un objectif atteignable. Est-ce que le véhicule autonome ou une partie de l'assistance qui est embarquée dans le véhicule va nous permettre d'atteindre cet objectif? On sait que les équipements au sein des véhicules ont contribué à la sécurité routière. Je le dirais, le délégué interministériel à la sécurité routière ne niera pas ce rôle. Et en même temps, on voit bien qu'on va faire coexister un monde où il y aura des véhicules où on aura, dit autonome, en tous les cas, on aura un type de technologie avec un parc automobile qui, lui, n'aura pas forcément eu tous ses acquis, ou n'aura pas, en tous les cas, intégré tous ses acquis. Je rappelle que, pour ne prendre que l'exemple français, et en tous les cas, si les chiffres me donnent mes services, le parc automobile français, sa moyenne d'âge, c'est 8 ans. 8 ans, c'est beaucoup. Voilà. Et comment on fait coexister ces deux types de véhicules? Voilà. Très bien, merci monsieur le délégué. Je sais que vous êtes pris par quelques impératifs. Vous nous quittez tout de suite, vous voulez rester un petit peu? Bon, on peut quand même l'applaudir. Merci pour cette première sortie en exclusivité pour le mondial automobile quand même.
Donc du coup, votre sortie sera un peu moins discrète que prévu. Pour représenter donc la délégation, donc Joël Valmin, qui est conseiller technique Europe Internationale, qui suit toutes les questions par rapport au véhicule autonome, mais bon, pas seulement, on aura l'occasion de parler également de sécurité avec vous. Deux représentants pour les constructeurs automobiles français. À ma gauche, Jean-François Weber, qui est délégué sécurité routière et ITS, transport intelligent. Ça fait partie aussi du package, on pourra en dire peut-être un mot tout à l'heure. Yves Page, donc expert sécurité routière pour Renault. À ma droite, Monsieur Mizzi qui représente à la fois Lifstar, c'est ex-INRED, c'est LCPC, donc l'acronyme est un petit peu compliqué, mais enfin vous faites de la recherche en tout cas, et en partie pour la sécurité routière. Et vous représentez également, en tant que membre du conseil d'administration, la Fondation Sécurité Routière. Peut-être un petit mot pour dire en deux mots de quoi il s'agit. Donc la Fondation Sécurité Routière, comme son nom l'indique, c'est une fondation qui regroupe à la fois des partenaires privés et des partenaires publics et qui a comme mission d'essayer de promouvoir la recherche. Et donc, au travers d'appels d'offres qu'elle fait, elle promeut différents projets liés à la sécurité routière. C'est un peu un lieu d'échange, on peut dire. Oui, ça permet de consolider un certain nombre de partenariats entre les constructeurs, les équipementiers et les institutionnels, je dirais État, donc toutes les composantes de l'État. Merci. Notre dernier invité qui fait partie lui aussi de la Fondation en tant que conseiller scientifique, Thierry Villemain, donc expert de la sécurité chez Bosch et plus particulièrement en charge du freinage. Alors, avant de parler de l'actualité de ce mondial, j'aimerais qu'on fasse un petit point sur qu'est-ce qui a été fait par les constructeurs automobiles ces dernières années, parce que beaucoup a été fait dans le domaine de la sécurité passive puis active. Voyons d'abord, ça sera sous forme d'un binôme entre Renault et PSA, voyons d'abord comment un constructeur automobile prend en considération la sécurité routière, parce que ce n'est pas que de la technique. La technique, bien sûr, il en faut, mais il y a d'autres aspects. Il y a certainement un micro pas très loin, Monsieur Page. On vous écoute. Bonjour à tous. Donc je voudrais parler un petit peu de la façon dont un constructeur automobile conçoit ce que c'est que la sécurité routière. En fait, on a en France notamment l'habitude de comprendre la sécurité routière par ce qu'en publient les pouvoirs publics. Et c'est peut-être intéressant en fait pour vous de voir que les constructeurs automobiles ont aussi leur propre vision de ce que c'est que la sécurité routière et de la manière dont on conçoit nous-mêmes en fait des aides à la conduite ou des systèmes de sécurité de protection. Donc l'idée en fait c'est de dire comment on conçoit la vulnérabilité de nos côtés, la vulnérabilité de nos systèmes de transport, comment se produisent les accidents, et de notre côté comment on conçoit la résilience en fait, comment on apporte des actions qui permettent de diminuer le nombre de blessés sur les routes. Donc en ce qui concerne la vulnérabilité, on a notre propre diagnostic en fait de ce que c'est que l'insécurité routière dans le monde, en Europe et en France. Et le diagnostic est tout simple. Vous connaissez les statistiques de l'OMS, 1 300 000 tués chaque année, entre 20 millions et 50 millions de blessés, ce sont les estimations. L'idée, c'est de se dire, évidemment, on a fait des progrès dans les pays qui sont développés, qui sont fortement motorisés, c'est connu de tous. Pour nous qui sommes constructeurs automobiles et qui vendons des voitures partout, le principal problème de l'insécurité routière ne se trouve pas dans ces pays-là, il se trouve dans les pays émergents ou dans les pays qui vont émerger après les pays émergents. Et ce sont essentiellement des usagers vulnérables, des piétons, des 2 roues ou 3 roues, qui sont les victimes en fait, des accidents de la route. Un exemple, en Inde par exemple, il y a 7 fois plus de véhicules 2 roues ou 3 roues qui sont vendus chaque année que des véhicules à 4 roues. Et donc 60-70% selon les estimations des tués de la route dans ces pays-là étaient des piétons ou des 2 roues. Donc premier élément de diagnostic, en fait, l'insécurité routière aussi, c'est pas que les pays développés, c'est les pays aussi émergents. Et dans ces pays-là, le problème de sécurité majeur n'est pas nécessairement celui qu'on connaît ici. Deuxième élément, pour étudier justement la vulnérabilité du système de transport, c'est qu'il nous faut un modèle d'analyse de ce que c'est qu'un accident de la route. Et donc là, on utilise un modèle qui a été produit par l'INRETS à l'époque, qui est un modèle de production de la défaillance du conducteur. Ça veut dire qui est-ce qui est au fond le dernier régulateur du transport sur la route, c'est le conducteur. Donc nécessairement, on va attribuer au conducteur la dernière faute, mais ce n'est pas nécessairement lui qui a commis l'erreur. On va concevoir, comme le proposait Lifstar dans les années 90, l'accident de la route, l'erreur humaine, non pas comme la cause d'un accident, mais comme la conséquence en fait, d'une défaillance d'un système de transport
qui est conçu pas que par le conducteur, évidemment. Il y a des réglementations, il y a des routes, il y a un code de la route, il y a la réglementation technique des véhicules, etc. Voilà. Donc on va se dire, qu'est-ce qui va produire l'accident? Ce qui produit l'accident, ce n'est pas nécessairement l'erreur humaine du conducteur, c'est des problèmes de conception, des problèmes de maintenance du véhicule, de l'infrastructure, etc. Voilà. Et dans cet ordre d'idée, on dit, ben voilà, il y a des problèmes qui sont peut-être dus à des mauvaises visibilités, dus à une mauvaise conception de l'infrastructure, des problèmes peut-être liés au véhicule, de conception, de maintenance. On va étudier tout ça. Voilà. Ce qu'il en sort, c'est qu'évidemment, il y a des problèmes qui sont liés au conducteur et qui sont majeurs et qui font l'objet de la politique publique de sécurité routière. Alors on connaît bien évidemment les problèmes liés à l'alcoolisation du conducteur, à sa vitesse, à la distraction du conducteur. Là, Jean-Robert Lopez vient d'en faire l'état, etc. Donc ces problèmes qui sont des problèmes que prennent en compte les pouvoirs publics sont des problèmes liés au conducteur, qui ne sont pas nécessairement l'ensemble des problèmes de sécurité routière. Voilà. Donc on fait une analyse évidemment de tous ces problèmes-là et on se dit comment on fait en fait pour faire en sorte que les accidents dont on connaît les problèmes trouvent des solutions. Voilà. Et là on passe dans le modèle d'analyse de la résilience en fait du système, c'est-à-dire trouver des solutions à des problèmes qui sont bien identifiés. Voilà. Et la résilience en fait dans ce domaine-là, c'est un modèle assez simple en fait d'action contre des problèmes qui ne sont pas que de la sécurité routière. C'est ce qu'on appelle le modèle des 3 E, Education, Enforcement et Engineering. Voilà. Donc, tous les problèmes qu'on retrouve en prévention des accidents, lors de l'accident et en traitement post-crash, les secours, on peut les décomposer selon ces 3 domaines d'action que sont le contrôle, sanction, la réglementation, l'éducation des conducteurs, voire l'éducation aussi des concepteurs, et puis la réponse technologique. La réponse technologique. Donc nécessairement, de façon naturelle, le constructeur automobile a une des responsabilités de la réponse technologique au problème d'accident de la route. Alors il n'y a pas que le constructeur, il n'y a pas que le constructeur qui fait de la technologie, il y a de la technologie de la route aussi. Donc voilà, l'étude de la vulnérabilité, l'étude de la résistance, le modèle des 3 E, on passe à l'engineering. Donc qu'est-ce que nous, on peut faire en fait pour diminuer les accidents et, en partenariat avec tous les acteurs de sécurité routière, participer à la création d'actions qui sont censées diminuer l'insécurité routière sur les routes. Alors, historiquement, la sécurité routière chez un constructeur automobile ou la sécurité automobile, elle n'est pas née d'hier. La première conférence américaine sur la sécurité routière systémique, je veux dire, infrastructure, voiture et conducteur, elle date de 1925. Donc, ceux qui ont lu en fait les proceedings de cette conférence montrent bien qu'on identifiait déjà, il y a près de 100 ans, les problèmes de la même façon qu'on le fait aujourd'hui. Voilà. Alors en matière d'engineering, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire 3 choses pour un constructeur automobile. Ce qu'on a fait dans le passé, c'est protéger les occupants et protéger les opposants aux occupants de voitures, c'est-à-dire les 2 roues, les piétons. On peut les protéger avec des systèmes technologiques de sécurité dites passives ou de sécurité de protection. C'est ce qu'on a fait essentiellement dans les années 80-90, en rigidifiant les voitures, mettant des systèmes de retenue appropriés. Et depuis 2000, la mode est plutôt à faire des systèmes de prévention de l'accident, des lane departure warning. Laurent en présentera quelques exemples tout à l'heure, et Jean-François en parlera aussi. Donc des dispositifs de prévention d'accident, et on fait aussi ensuite des dispositifs d'alerte des secours qui soient plus performants que ceux d'aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de se dire, on a une panoplie d'actions possibles via la technologie sur ces 3 domaines que sont la prévention de l'accident, la protection des occupants et des non-occupants de voiture et l'alerte de secours. Juste une question, est-ce qu'une représentante du Lab est parmi nous? Renault et PSA travaillent aussi en commun sur ces problématiques de sécurité routière? Alors en effet, le laboratoire d'accidentologie et de biomécanique, la PSA, Peugeot, Citroën, DS, bientôt. Il y a DS en plus, c'est vrai, merci Renault, de le préciser. Voilà, est un laboratoire, Anne en parlera aussi, c'est un laboratoire qui permet de faire des études en accidentologie, biomécanique et comportement du conducteur, qui nous apporte les éléments essentiels pour nourrir les études de diagnostic dans le cadre de l'analyse de la vulnérabilité du système. Voilà. Et n'oublions pas Dacia, bien sûr, pour la partie Renault. Voyons maintenant avec vous, Jean-François Huer, quelles ont été les grandes étapes marquantes? Parce que dans le domaine de la conception automobile, beaucoup a été fait ces dernières années. Alors, je ne sais pas si c'est une chance. Bon, déjà, Yves a dit beaucoup de choses. Je ne sais pas si c'est une chance, mais moi, j'ai eu la chance de connaître une époque où les voitures, on va dire, dans les laboratoires de crash test, parce que je travaillais dans un laboratoire de crash test, ne se comportaient pas forcément comme les voitures d'aujourd'hui au moment d'un accident.
Et il se trouve qu'à cette époque-là, le laboratoire d'accidentologie PSA Renault était déjà en train de faire des enquêtes d'accidents sur le terrain pour voir ce qui se passait. Et donc, de façon assez simple par rapport à ce que Yves a bien cadré, on s'est d'abord aperçu comment les gens mouraient sur la route. Je rappelle quand même qu'en 72, on était à 18 000 tués sur les routes, hein, si on ramène au même chiffre qu'aujourd'hui. Et donc, à l'époque, on a tout de suite constaté que les voitures se déformaient beaucoup au moment des accidents. Alors des fois, j'ai des diapos qui sont très illustratives, merci au lab, pour montrer comment les progrès ont été spectaculaires dans ce domaine. Donc la protection des occupants dont Yves parlait, elle a d'abord consisté à renforcer les voitures, mais alors les renforcer comme il faut. Hein. Clairement, dans les années 70-80, une voiture qui allait dans un mur à 50 km/h, déjà à l'époque, techniquement, on se limitait en termes de mesures et de réglementation à des choses assez basiques par rapport à aujourd'hui. J'en dirai 2 mots après. Mais donc on avait des déformations, ce qu'on appelle les intrusions, hein, sur les voitures qui effectivement créaient beaucoup de dégâts dans la voiture au moment de l'accident. Donc effectivement, la première chose qui a été constatée sur le terrain et qui a donc été prise en compte par les constructeurs, c'est d'éviter ça. Donc protéger l'occupant, ça voulait dire créer un habitacle assez indéformable et gérer le mieux possible la déformation des structures. Et ça, évidemment, premier effet, ça évite des morts violentes qu'on constatait dans les années 70, mais ça a en plus permis, deuxième étape, là on est dans les années 80-90, de développer des systèmes qu'on appelle des systèmes de retenue, donc déjà des planches de bord qui ne sautent pas à la figure des gens pendant l'accident, mais des ceintures de sécurité. Donc je rappelle quand même qu'un des éléments majeurs de la sécurité routière, c'est le port de la ceinture, et que c'est des systèmes, j'en dirais 2 mots, qui sont quand même d'une grande efficacité. Il ne faut surtout pas les oublier, parce qu'aujourd'hui on parle de radar. Hein. Il faut porter sa ceinture, c'est fondamental, c'est une efficacité de pas loin de 50%. Donc mettre une ceinture dans une voiture, ça marche mieux quand la voiture ne se déforme pas complètement. Donc ça, c'était le premier principe. Et donc en fait, l'habitat qui a été préservé, il a permis de développer des systèmes très sophistiqués de retenue autour de la ceinture, avec ensuite l'apparition des airbags, on va dire dans les années 90. Premier airbag passager, enfin conducteur, ensuite passager. Il se trouve qu'au même moment, la réglementation européenne est montée, je dirais, en qualité. C'est-à-dire que dans les années 80, on faisait des mesures de structure, on vérifiait que la colonne de direction se tenait à peu près bien. C'était à peu près la contrainte majeure en crash test. Et ensuite, on est arrivé avec des mannequins où en fait le réglementateur s'est soucié de protéger les gens et donc de mettre des mannequins pour vérifier qu'en termes d'effet sur le corps humain, la voiture était protégeante. Donc dans le milieu des années 90, l'airbag conducteur, puis l'airbag passager, qui fonctionne quand même beaucoup mieux quand la voiture se déforme pas trop. Et finalement, ce qu'on constate depuis la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui, c'est le perfectionnement jusqu'à l'extrême de toute cette stratégie. C'est-à-dire, en fait, faire une voiture qui protège et à l'intérieur de laquelle on peut mettre des systèmes de retenue performants. Donc ça, c'est la protection passive secondaire dont parlait Yves tout à l'heure. Et puis finalement, dans les années 2000 également, sont apparus des systèmes là d'évitement d'accidents. Donc tout le monde connaît l'ABS, donc le système qui permet à la voiture de garder son contrôle en cas de freinage d'urgence. Puis l'ABS complété de l'assistance au freinage d'urgence, qui est finalement qui va avec aujourd'hui. Donc là, on est dans des systèmes électroniques qui commencent à aider le conducteur à éviter l'accident. Et puis, ce qui est devenu réglementaire d'ailleurs en 2011, le SP ou ESC, qui est le terme générique, et qui lui permet de garder le contrôle de la voiture en situation de panique, par exemple tout seul dans un virage, ou plutôt que d'aller taper un arbre en sortie de virage, on va récupérer le contrôle de sa voiture. Donc on voit bien la transition d'un monde où on a maîtrisé l'intrusion et où on a mis des systèmes sophistiqués qui continuent mais le principe reste le même aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, petit à petit, progressivement, au cours des années 2000, on arrive dans des systèmes actifs qui vont éviter le plus possible l'accident. Et donc je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard. Là, on va parler après du futur et de cette transition. J'ajoute que Yves a eu raison de mentionner la sécurité tertiaire, c'est-à-dire qu'on a commencé dans les années 2000 également à essayer de voir dans quelle mesure on pouvait aider les secours à arriver sur les voitures géolocalisées, ça c'est l'appel d'urgence, l'e-call, mais également, je crois qu'il y a des gens, des éminents représentants des pompiers ici, des forces de secours, on leur donne des informations sur la manière le mieux possible de désincarcérer les gens quand c'est nécessaire, parce qu'il faut bien reconnaître que cette stratégie de protection des occupants a amené les voitures à être finalement très solides, et au moment de désincarcérer, c'est très compliqué. Et donc chaque seconde compte pour désincarcérer les gens, et donc là aussi, les constructeurs automobiles essayent d'apporter aux forces de secours des informations techniques qui permettent de ne pas perdre de temps au moment de la désincarcération. Petite question, aujourd'hui même les petits véhicules offrent un niveau de protection
très confortable. Confortable, c'est peut-être pas, mais Très au point en tout ça cas. dépend. Mais oui, alors Contrairement à l'idée reçue qui voudrait que dans les gros véhicules, on est en sécurité alors qu'un petit... la vraie différence, c'est probablement la compatibilité entre les véhicules. Mais si on ne parle pas de ça, on peut dire aujourd'hui que même à bord du plus petit véhicule, que ce soit Renault, Dacia, PSA, on a un niveau de protection extrêmement élevé aujourd'hui. Même dans une petite Twingo ou une C1 ou une 108, on a un niveau de protection très élevé. Même si la voiture, pour des questions économiques, on en redira un mot tout à l'heure, n'est pas dotée de toutes les sophistications, fondamentalement, elle est conçue pour protéger dans la stratégie que j'ai décrite tout à l'heure. Et donc oui, sur une petite voiture, aujourd'hui, on peut considérer qu'on est quand même extrêmement bien protégé. Alors, on a fait mention de l'ABS et de l'ESP, on va en parler avec Thierry Villemain de Bosch. Donc l'ABS, c'est standard depuis 2004, c'est un engagement volontaire des constructeurs. Et donc l'Europe a décidé également de rendre obligatoire l'ESP, qu'on appelle ESC sur un terme générique. Peut-être juste un mot sur le gain qu'on peut obtenir à partir de cet équipement, parce que Bosch a fait des études dans le monde entier. Oui, alors Bosch a fait des études, effectivement, mais les constructeurs et un tas d'universités ont fait également des études en Europe, au Japon et aux États-Unis notamment. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'ESP, c'est le système le plus pertinent en accidentologie depuis la ceinture de sécurité. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important. On parle donc dans les diverses études sur les 2 plaques où ce système est en série de 14 000 morts qui peuvent être évités par an et de 250 000 blessés. Donc c'est quand même des chiffres très très éloquents. Donc ce système, comme on l'a dit, est maintenant en série, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille, l'histoire n'est pas finie. On a parlé des pays émergents, effectivement, on a des projections sur les pays émergents d'augmentation de mortalité. On parle de 2 millions de morts à l'horizon 2020. Au niveau de la mortalité automobile, avec usagers vulnérables et usagers à l'intérieur des véhicules. Et on travaille d'ores et déjà, et en particulier avec des constructeurs comme Renault, à des systèmes ESP adaptés à ces véhicules pour les pays émergents. Et on va sortir des systèmes qui sont vraiment compatibles sur des toutes petites voitures dans les pays émergents. Donc ABS low cost, ESP low cost, mais avec un bon niveau Exactement. d'efficacité. Exactement. Donc pour revenir sur l'ABS, qui est un système plus ancien, effectivement, l'ABS est en série, avec l'aide au freinage d'urgence. Encore une fois, l'aide au freinage d'urgence, c'est quelque chose qui vise à améliorer le fonctionnement de l'ABS, aider les gens à utiliser l'ABS en situation d'urgence. Et on peut mentionner que les 2 constructeurs français ont été vraiment à la pointe dans le développement de cet affût, même comparé aux Allemands. Donc on peut faire un peu de cocorico. Non, je ne dis pas, mais il faut le dire. Encore faut-il le dire. Non, mais c'est important. On fait beaucoup de French bashing. On est entre nous, on peut le dire. Donc, grâce aux constructeurs, cet affût a été popularisé, est en série maintenant. Et l'affût couplé, on parle à peu près au niveau Europe de 1700 morts par an et de 200 000 blessés. Donc, c'est quelque chose de très, très important. Et pour les pays émergents, comme l'ABS est maintenant en série, on développe de l'ABS pour les 2 roues. Effectivement, donc c'est le salon de l'auto, c'est pas le salon de la moto, mais on a dit qu'il y avait 40% des gens qui mouraient et qui n'étaient pas dans une voiture, et un certain nombre sont sur des 2 roues. Et aujourd'hui, on considère que l'ABS sur les 2 roues est aussi pertinent que l'ESP sur les 4 roues. Donc on parle d'un mort sur 4 en 2 roues qui pourrait être évité. Donc là, il y a déjà des démarches pour généraliser ce système en Europe, mais également, comme a dit Yves précédemment, dans les pays comme l'Inde, il faut être capable de développer des systèmes, c'est même pas low cost, c'est ultra low cost, et on s'y emploie et ça va arriver. Donc ce sont des inventions qui vont nous aider dans le futur à atteindre cet objectif en Europe et dans les pays émergents. Et pour finir, ce qu'on peut dire également, c'est que ces systèmes, effectivement, on se dit, sont des systèmes qu'on utilise en situation d'urgence. Oui, mais la généralisation d'un système comme l'ABS, par exemple, a permis également d'améliorer la sécurité au sens large de la voiture. C'est-à-dire, peu de gens savent que l'ABS travaille lors de tous les freinages, dans la mesure où maintenant, l'ABS, avec ce qu'on appelle le répartiteur électronique de freinage, a remplacé ce qu'on appelait le compensateur asservi, qui était quelque chose hydraulique, terrible à régler, terrible à monter. Et la sécurité des voitures, la stabilité des voitures est améliorée lors des freinages quotidiens. Donc l'ABS, ce n'est pas uniquement
quelque chose qu'on ajoute, c'est quelque chose qui a permis de remplacer un composant qui était très complexe pour les constructeurs et qui a permis d'améliorer la sécurité sur tous les freinages. Donc ça, c'est important dans ces systèmes-là. Yves Page, on a parlé d'études qui ont été faites par des constructeurs, enfin différentes universités. Vous-même, chez Renault, vous avez déjà fait également des études sur ce qu'ont permis comme gain les systèmes de sécurité, tels que ABS, ESP et... Alors, ce type d'étude, en général, se fait via le laboratoire d'accidentologie, de biomécanique, PSA, Peugeot, Citroën, DS, Et Dacia. Dacia, Renault. Et oui, donc tout le monde, enfin tous les constructeurs automobiles dans le monde font ce type d'études d'efficacité. En gros, alors c'est difficile parce qu'il y a tellement de systèmes de sécurité de protection, tellement de systèmes de sécurité d'évitement de l'accident, se dire tel système est plus efficace que tel autre si celui-là est présent et l'autre n'est pas présent. Enfin, etc. si on résume par la part de la technique. En gros, Pour un simplifier. véhicule qui est 5 étoiles aujourd'hui comparativement à un véhicule 4 étoiles, ancien rating pour ceux qui ont ça en tête, plus un contrôle de trajectoire du style ESC, plus un assistance au freinage d'urgence, permet de diminuer de 65% le nombre de blessés graves et de tués, comparativement à un véhicule qui est simplement 4 étoiles selon l'ancien rating. Ce qui veut dire que le mélange de la sécurité de protection et de la sécurité d'évitement est extraordinairement efficace. Si l'ensemble des véhicules étaient aujourd'hui 5 étoiles plus ESC plus AFU, on observerait du jour au lendemain une diminution de la sécurité routière qui est de l'ordre de 65%. Ça ne s'est jamais vu, quoi. Donc le E dont je parlais tout à l'heure, qui est l'engineering, a d'énormes promesses. Alors il a des inconvénients aussi, comme le disait Jean-Robert Lopez tout à l'heure, il n'est pas systématiquement efficace, il n'est pas systématiquement fiable, donc on travaille là-dessus, bien entendu. Et puis il est coûteux. Mais la promesse de la technologie pour la diminution de la sécurité routière à l'avenir, et même aujourd'hui, est considérable. Jean-Paul Mizy, qu'est-ce que vous inspire toutes ces avancées? Alors vous les connaissez bien naturellement et vous avez travaillé avec les constructeurs pour les aider justement à progresser là-dessus. Oui, alors donc c'est vrai que l'IFSTAR, c'est un nom un peu imprononçable, c'est ça ce que vous avez dit tout C'est à l'heure. l'Institut des... Donc, alors c'est l'Institut français des sciences et technologies sur les transports, l'aménagement et les réseaux, Voilà. donc qui résulte de la fusion du laboratoire central des ponts et chaussées et de l'Institut national de recherche sur les transports et la sécurité. Donc nous, depuis je dirais fort longtemps, on travaille en partenariat avec les constructeurs automobiles, avec les équipementiers sur ces aides à la conduite, et on essaye de regarder comment ces aides à la conduite s'intègrent dans la tâche de conduite, comment elles permettent de répondre à un certain nombre de besoins, comment elles aussi peuvent générer à certains moments un certain nombre de contraintes vis-à-vis du conducteur. Donc toutes ces études, nous les faisons, nous les avons faites, nous continuons à les faire. Et ce que l'on a pu s'apercevoir aussi dans les travaux que l'on mène, parce que donc on fait aussi des enquêtes détaillées d'accidents, un petit peu donc, en parallèle avec nos collègues du lab. Et là aussi, on a bien pu se rendre compte l'apport de l'ABS, l'apport de l'ESP dans les mécanismes d'accident qu'on a identifiés, et donc aussi par l'analyse psychologique, puisqu'on a des psychologues qui interviennent dans ces enquêtes-là, de voir la manière dont la prise de risque se fait ou se fait pas avec l'existence de ces systèmes. Et même la compréhension d'ailleurs du système lui-même. Voilà, la compréhension du système. Et donc là, on voit très bien, je dirais, sur ce qu'on a pu identifier, comment l'ABS, entre un accident réel qui s'est posé sans ABS et un accident réel sans ESP, et si par nos modèles de simulation, on réextrapole ou on réutilise par exemple nos véhicules instrumentés suivant le même scénario, le nombre de... Donc je ne reviens pas sur les chiffres, comment les actions je dirais, peuvent être évitées en termes de collision. Et puis aussi, de manière générale, on a vu très bien dans les études nationales ou les études européennes
comment les systèmes d'aide à la conduite, prenons tout simplement les systèmes de navigation, comment ils ont permis aussi d'apporter un certain nombre d'apports en termes de sécurité routière. Merci. Joël Valmin, comment à la DSR on regarde l'évolution de l'automobile quel dialogue en fait s'instaure entre l'administration et puis le monde des constructeurs? Dialogue constructif, bien sûr. Mais je voudrais reprendre quelques éléments. En introduction, Jean-Robert Lopez vous a dit on était à Québec. On n'était pas à Québec pour rien. Et sur ce plan-là, le fait d'être à Québec est intéressant parce qu'eux travaillent avec les Américains et ça nous permet de savoir un peu mieux ce que font les Américains. Et ce n'est pas tout à fait ce qui est dit et ce qu'on entend souvent par les médias, soit radio ou télévision. Quelques éléments sur le monde quand même, parce qu'on dit toujours 1 300 000 morts, mais le dernier rapport de l'OMS, c'est 1 240 000. Alors vous allez me dire, vous chipotez à 60 000. 60 000, c'est important. Ça veut dire qu'au moins, depuis 2004, ça a été stabilisé, ce qui est déjà pas mal, puisque je vous rappelle quand même que le but de la décennie mondiale d'action pour la sécurité routière... Il y a une campagne des Nations Unies donc, qui est en Voilà, cours. tout à fait. C'est de sauver 5 millions de vies. Et ce n'est pas de gagner des vies, c'est en fait d'éviter que les accidents augmentent et qu'il y ait plus de tués. Donc on est plus dans la stabilisation. Alors, c'est pas glorieux, mais en tout cas, depuis 2004, où l'OMS a pris le taureau à bras-le-corps, effectivement, il y a une stabilisation du nombre de tués et du nombre de blessés dans le monde. Alors ensuite, quand on parle de 2 roues motorisées, comprenons-nous bien, c'est pas du tout nos 2 roues motorisées de nos pays développés. C'est le véhicule familial, le 2 roues motorisé. Alors l'ABS, quand il y a 4 personnes sur un 2 roues motorisé, je peux penser que ça marche bien, certainement, mais il reste quand même que c'est un véhicule familial, qu'il est extrêmement difficile de faire porter le casque à tout le monde qui se trouve sur ce véhicule familial. Donc c'est d'autres problèmes qui effectivement se posent, d'autres natures. En revanche, et je reprends ce que disait Yves Page tout à fait à juste titre, les problèmes d'insécurité routière, je dirais de nos années 70 à nous, Européens, se retrouvent dans les pays émergents aujourd'hui, en Inde, au Brésil, en Russie. Effectivement, c'est là qu'on trouve le pic des accidents, parce qu'il y a une motorisation très importante, parce qu'il n'y a pas d'éducation, pratiquement pas. Le permis de conduire, ma foi, oui, il se passe. Comment ? Imaginez un peu. Moyennant finance, c'est ça? Non, pas forcément moyennant finance, c'est pas beaucoup plus facile, c'est vraiment pas très cher. Enfin, c'est surtout le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'épreuves et qu'on n'apprenne pas vraiment à conduire un véhicule dans beaucoup de pays. Donc le soutien qu'ils demandent, c'est essentiellement déjà sur cet aspect-là, formation et créer une structure d'examen du permis de conduire. Sur enforcement, ils sont très demandeurs aussi, puisque souvent dans ces pays émergents, ils ont de l'argent. Donc ce que l'on peut faire en matière de contrôle automatisé les intéresse. Ce que nous avons pu faire en France, alors avec toute l'acceptabilité limitée ou pas du public sur le système des radars, a permis quand même de sauver pas mal de dizaines de milliers de vies, 30 000. Et donc ça les intéresse effectivement. Et comme ils ont effectivement de l'argent, c'est quelque chose sur lequel ils sont demandeurs. Donc l'enforcement, c'est ça. Aussi parce qu'ils n'ont pas très confiance dans leur police. Il y a aussi une question de formation de police. Alors là aussi, le ministère de l'Intérieur français fait beaucoup de formation à l'extérieur, à l'international, d'autres services de police. Et puis on en arrive à engineering, effectivement, et vous avez tout à fait raison. Alors, simplement ce que je voulais dire, parler des pays émergents. La première conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière a eu lieu à Moscou. Donc c'est en Russie, pays émergent s'il en est. La deuxième aura lieu le 18 et 19 novembre 2015, l'an prochain, au Brésil. Un autre pays émergent s'il en est, qui croule sous le nombre de tués et sous le nombre de blessés graves. Quiconque est allé au Brésil, indépendamment de Rio et de Copacabana, quand vous circulez un peu au Brésil, ça craint. Quand même, il faut dire ce qui est. Et la présidente elle-même l'a présenté un peu comme ça, et en disant, prochaine conférence ministérielle, c'est chez moi, parce que l'insécurité routière est un enjeu majeur. Alors ensuite, disons qu'à la DSR et ailleurs, je dirais, la plupart des pouvoirs publics sont assez convaincus que les constructeurs n'essayent pas de construire des véhicules avec des équipements nouveaux pour faire de l'insécurité routière en plus. Au contraire, on pense quand même que votre premier objectif est quand même de rendre les véhicules plus sûrs. Et donc, bien évidemment, nous, notre souci, c'est d'accompagner correctement cela. Alors, qu'est-ce que ça veut dire accompagner correctement ? Laissez-moi simplement, je ne vais pas être trop long, je vais essayer de résumer un petit peu, parce que tout le monde s'envoie des conventions internationales au visage sans trop savoir ce que c'est. Ça existe, hein, c'est pas virtuel. Vous voyez, ça, c'est la Convention de Vienne. Il y a la Convention de Genève de 1949. Et puis, vous avez une multitude de règlements techniques sur tout ce qui concerne l'homologation des véhicules et de tous les équipements de véhicules.
La chance que nous avons, c'est que tout ça est traité au niveau international par la Commission économique pour l'Europe de l'ONU. Ce n'est pas l'Union européenne du tout, hein, c'est l'Europe géographique. Et là-dedans, vous ajoutez, en tout cas, pour le groupe qui s'occupe des affaires techniques, le Japon, vous ajoutez les États-Unis, vous ajoutez le Canada, Israël, etc. Et en ce qui concerne un autre groupe de travail, qui est le groupe sécurité routière, je dirais plus axé sur le conducteur, le premier étant plus sur la voiture et la technique, WP29, WP1, c'est le conducteur. Voilà, c'est plutôt ça. Et nous sommes en charge au WP1, puisque je représente la France dans ce groupe-là, et j'en suis un des vice-présidents, l'autre vice-président étant russe, ce qui est aussi intéressant à savoir. Eh bien, ce que nous avons comme mandat, c'est de faire évoluer les conventions de Vienne et de Genève. Alors, Convention de Genève, c'est important de la citer, parce que les États-Unis l'ont signée et ratifiée. La Convention de 68 de Vienne, ils n'ont pas ratifié, simplement parce que le permis de conduire harmonisé, ça ne les intéresse pas. Les Américains, ils en ont 50 différents. Puis quand il y a un gouverneur qui arrive, il dit « c'est pas joli, le palmier, je vais mettre, je sais pas moi, un autre arbre sur le permis de conduire ». Et puis il change le modèle de permis de conduire. Donc, tout ça est un peu différent aux États-Unis. Donc, en revanche, ce qui est commun à la Convention de 49 de Genève et de 68 de Vienne, c'est qu'il y a un conducteur. Et le conducteur, il est maître du véhicule. Et c'est écrit exactement de la même façon dans les deux conventions. Alors, nous avons été interpellés, nous, membres du groupe conducteur, sécurité routière, si j'ose dire, par ceux qui s'occupent de la technique des véhicules en disant « il y a quelque chose qui ne va pas ». Parce que nous, on adopte des règlements qui disent que la voiture peut freiner toute seule, qui disent que la voiture peut rouler toute seule, hein, des choses comme ça. Et puis nous, on dit le conducteur doit rester maître de son véhicule et c'est lui, c'est lui qui est Dieu le maître là-dedans. Et personne d'autre. Même pas une aide à la conduite. Même pas, imaginez simplement, si on regarde la Convention de Vienne, vous avez des signaux d'urgence de freinage maintenant où on fait clignoter les feux stop. C'est parfaitement interdit selon la Convention de Vienne. Donc il faut faire évoluer tout ça. On a aussi cette partie-là qui est en train d'évoluer. Alors, on a pris le sujet, on a dit qu'il y a une incohérence entre des instruments juridiques d'une même instance internationale qui est l'ONU. Il faut absolument supprimer cette incohérence. D'où le travail que nous avons commencé à faire. Et je vais vous dire où on en est aujourd'hui, rapidement, sur les systèmes d'aide à la conduite. Ça a pris du temps, ça a pris 6 ans de discussion, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que l'on remet en cause, fondamentalement, c'est le rôle du conducteur. Et ça, c'est quelque chose pour lequel nous n'étions pas très prêts, je dirais, à avancer rapidement. Et on voit bien que des pays qui ont des constructeurs automobiles ont plus tendance à vouloir avancer que ceux qui n'en ont pas, qui subissent, entre guillemets, si j'ose dire, un peu le progrès technique. Donc, nous sommes prêts à avancer. Nous avions fait un petit groupe de travail un peu significatif, vous voyez, France, Allemagne, États-Unis, Espagne, Italie, sur le sujet, la Russie aussi, parce que c'est important d'avoir les Russes en soutien, sur le sujet. Et donc, nous avons fait évoluer la Convention de Vienne dans le sens suivant. Le conducteur reste toujours dans la voiture, il est toujours maître du véhicule. Simplement, il peut être aidé par des systèmes d'aide à la conduite. Un, pour autant qu'il soit, je dirais, dans les règlements techniques de l'ONU, c'est-à-dire dans ceux qui ont été homologués. Et ça, les constructeurs les connaissent parfaitement bien. Et puis, deuxième paragraphe, quand ce n'est pas quelque chose d'homologué, je pense aux régulateurs de vitesse notamment, eh bien, il faut que ce soit débrayable. C'est-à-dire, en fait, c'est un choix du conducteur. Et on en revient toujours où le conducteur est le patron. Alors, le conducteur est le patron, mais il peut être aidé par ces systèmes d'aide à la conduite. Donc ça, c'est déjà, je dirais, une évolution non négligeable que nous avons faite au mois de mars de cette année. Concrètement, le document a été adopté par le groupe. Il a été ensuite, pour qu'il soit entériné, il faut qu'il parte à l'ONU à New York au service juridique. Ça a été fait. Le service juridique va envoyer ça à toutes les parties contractantes. Je suis un peu... Mais comme ça, on sait. Hein. On sait ce qui se passe en mode souterrain. C'est important aussi. J'espère que je ne vous endors pas, hein, parce que la réglementation, parfois, c'est un peu rébarbatif. Mais voilà, ça a été donc envoyé au service juridique de l'ONU à New York, lequel service juridique va envoyer à tous les pays membres de cette Commission économique pour l'Europe, y compris États-Unis, y compris Canada, y compris Israël, donc, qui en font partie. Au bout d'un an, s'il n'y a pas d'opposition, ou en tout cas s'il n'y a pas plus d'un tiers des pays qui manifestent une opposition au texte, il est adopté. Il est adopté, à ce moment-là, il existe. Alors, pour vous dire maintenant, on va plus loin.
Où est-ce qu'on en est? On en est là. Donc c'est déjà un premier pas non négligeable. C'est-à-dire qu'on a réussi à emmener certains pays, certains collègues, si j'ose dire, qui avaient un mandat un peu résiste jusqu'au bout, vers... bon, il faut accompagner le progrès technique, même si je pense qu'on a peut-être un tout petit peu de retard. On essaye de combler ce retard. Et à la dernière session au mois de septembre, sous l'impulsion de mon collègue suédois, ce qui ne vous étonnera pas, il a dit qu'il faut qu'on crée un groupe de travail sur le véhicule autonome, mais qu'on fasse bouger les conventions sur le véhicule autonome. Bon, vous voyez évidemment où tout le monde veut en venir. Sauf que pour l'instant, nous restons toujours avec l'idée que le conducteur est là, et c'est quand même un peu lui qui gère tout ça. Hein, le pilote d'avion, quand il est en pilotage automatique, on ne préfère pas qu'il aille boire un verre à l'arrière, on préfère qu'il reste dans le cockpit, ou en tout cas qu'il en reste un des deux, au cas où il se passe quelque chose. Ben pour nous, le conducteur, aujourd'hui, c'est ça. C'est ce qui permet aussi, et je vais citer les voitures, parce qu'elles existent, à la Mercedes, de rouler, comment dire, on voit le volant qui tourne tout seul, etc. Mais il faut que la personne soit là. Alors après, on m'a souvent posé la question, la Convention de Vienne, est-ce qu'elle dit qu'un conducteur a les deux mains sur le volant? Non, elle dit qu'il y a un conducteur. Alors le conducteur, s'il n'est pas trop loin du volant, et d'après ce que je sais de la Mercedes et ce qu'ont m'ont dit mes collègues allemands, dès qu'on pose la main sur le volant, ça supprime la partie autonome et automatique de la chose, et donc on reprend la main. Volvo fait la même chose, et d'autres font. Il y a le Alors, système. si vous le voulez bien, on je reviendra voudrais- un petit peu plus tard sur le Et véhicule je autonome. voudrais juste, en conclusion de ma toute première intervention, là où nous travaillons, par contre, ce que nous souhaitons vraiment faire et avancer avec les constructeurs et les chercheurs, c'est que nous pensons que ça va fondamentalement changer le rôle du conducteur. On risque de faire baisser ses compétences d'une certaine manière, si j'ose dire. Simplement, hein, moi je suis d'une génération qui a connu la voiture, quand on passait son permis de conduire, on tirait sur le volant comme un fou et on mettait les mains à l'intérieur parce que c'était impossible, il n'y avait pas d'assistance de direction. Et puis le système de freinage, il fallait pomper sur le frein. Voilà, il y en a qui rigolent, qui ont connu, voilà, qui ont connu ce système. Bon, maintenant, conduire une voiture, c'est différent. La voiture qui arrive maintenant et celle qui va arriver, elle sera encore différente. Donc on aura des conducteurs différents. Ok, aujourd'hui, je dis ils ont moins de compétences. Je vais dire ils ont d'autres compétences. En revanche, quand ils vont reprendre la main, ou quand ils seront obligés de reprendre la main, éventuellement sur un système défaillant, il faudra qu'ils le fassent en situation d'urgence. Comment je fais en sorte que quelqu'un qui est moins compétent soit très compétent d'un coup, sans perdre... Vous voyez, un pilote d'avion, il a le pilotage automatique, il pilote son avion, mais il est formé régulièrement et recyclé régulièrement. Je ne sais pas si on peut régulièrement recycler, parler simplement de recyclage régulier à l'ensemble des conducteurs français. Ce n'est pas quelque chose qui est très populaire. Et en ce moment, il vaut mieux rester dans les choses un peu plus populaires. Voilà. Merci. Je vous ai préparé un petit diaporama de ce que l'on peut voir sur le mondial en matière de sécurité routière. Donc ce sont simplement quelques photos que je vais vous commenter rapidement. Donc chez les constructeurs français, il y a un certain nombre de choses qui ont trait à la voiture connectée, mais aussi bien sûr au système de sécurité. Alors si on prend l'exemple de Citroën, il y a par exemple sur le C4 Picasso un système qui permet donc de suivre les lignes blanches avec une caméra, et c'est couplé avec un système de sécurité active, ce qui fait que si vous déviez votre trajectoire 100 mètres de clignotant, la ceinture se tend, et donc c'est un effet pour vous réveiller. Très important, la caméra de recul qui arrive sur les petites voitures d'entrée de gamme. Mine de rien, ça permet de protéger les piétons quand on fait des manœuvres sur les parkings. Et puis des feux de route automatiques qui permettent d'avoir plus de confort avec une caméra qui naturellement détecte le trafic en face et évite donc d'éblouir les autres conducteurs. Exemple chez Peugeot, le freinage automatique qui est une réalité sur la 308. L'anti-angle mort, naturellement, qui évite d'avoir des surprises quand on change de fil grâce à des systèmes à base de caméras. Le grip control qui permet en cas de neige, et on sait bien qu'en France, dès que les conditions météo se dégradent, que ça génère tout de suite quelques difficultés. Et puis une simple idée, techniquement, c'est plus un choix d'ergonomie, mais ce qu'on appelle le e-cockpit chez Peugeot. Les compteurs qui sont dans l'angle de vision, ça permet effectivement d'avoir l'information sans quitter la route des yeux, et c'est très bien ainsi. Chez Renault, naturellement, l'actualité, c'est l'espace, avec beaucoup d'aide à la conduite. Yves Page pourra éventuellement en dire un peu plus tout à l'heure s'il le souhaite. Il y a donc le freinage actif, la sortie de voie, l'affichage sur une petite lamelle, donc ce qu'on appelle l'affichage tête haute, un peu comme dans l'aviation, mais avec beaucoup moins d'informations, fort heureusement. Et puis, une bonne nouvelle, c'est que la sortie de voie arrive sur la Twingo. C'est une option, certes, mais quand même, sur un petit véhicule comme ça, c'est quand même une belle avancée. Évidemment, les autres constructeurs ont beaucoup de choses à présenter. Volkswagen fait une grande campagne d'affichage dans le métro Porte de Versailles avec les différents équipements
dont par exemple la protection des piétons. Alors chez Daimler, sur la Smart, il y a un système qui par exemple, et c'est lié à l'ESP, donc permet lorsqu'il y a du vent latéral, des grosses bourrasques, eh bien, de maintenir le véhicule dans sa file. Détection de la fatigue, très important également. Il y a, je crois, chez Mercedes, 70 paramètres qui permettent en fonction de la trajectoire, d'un tas d'autres choses, de déterminer si un conducteur est en état de continuer à rouler ou pas. Et puis, naturellement, avec les radars, les caméras, gestion des distances, détection du trafic sur les côtés, freinage automatique. Sur les conducteurs du premium, évidemment, ça se multiplie. Et puis, puisque c'est un petit peu le rival quelque part de l'espace, eh bien chez Ford, un certain nombre là aussi, de prestations par rapport à l'éclairage adaptatif, donc éclairage sur les côtés, encore une fois, gestion des feux de route, mais aussi surtout lecture optique des panneaux. Ça c'est important parce que dans le trafic, dans la jungle urbaine si j'ose dire, où notre attention est monopolisée par un tas de choses, on n'a pas toujours conscience de la vitesse à laquelle il faut rouler. La voiture, elle, peut se concentrer sur le panneau. Ça peut être corrélé avec le régulateur de vitesse, vous en parlez tout à l'heure. Et donc, c'est la garantie d'échapper aux radars, les autres radars cette fois, et de conserver les points sur le permis. Et puis, naturellement, donc, un système également que j'aime beaucoup chez Ford s'appelle MyKey. On peut programmer une deuxième clé de contact. Par exemple, vous prêtez votre voiture à votre fiston. On peut la programmer pour qu'il ne puisse pas désactiver l'ESP, pour que l'autoradio n'atteigne pas un certain volume, enfin bref, un certain nombre de choses assez condamnables qu'il ne peut pas faire de façon électronique. Chez Opel, la star c'est la Corsa, véhicule donc d'entrée de gamme, et même sur ce type de véhicule, eh bien, la reconnaissance des panneaux, elle est là, la sortie de voie aussi, anti-angle mort avec un système donc, qui permet de détecter dans le rétroviseur l'arrivée de véhicules sur les côtés, l'alerte collision. Tout ça grâce à la même caméra qu'on peut trouver sur les véhicules du segment supérieur, mais qui est appliquée par l'effet des plateformes et des volumes, donc sur des véhicules très abordables. Alors Volvo est souvent cité en exemple, et c'est vrai que, parce que c'est la Suède et parce que c'est un pays qui est très volontariste, hein, c'est le seul pays, à ma connaissance, qui affiche un objectif à terme zéro mort. Et bien donc chez Volvo, la XC90 concentre un certain nombre, oui bien sûr, un certain nombre donc d'ambitions, et en tout cas, vous le voyez ici, un certain nombre de prestations. Alors, détection de nuit des cyclistes et piétons. Aujourd'hui, on arrive avec des caméras à détecter les cyclistes et les piétons. Ça marche le jour. Volvo ajoute donc cette prestation la nuit également. Système anti-retournement en cas de sortie de route. Bon, vous pourrez le voir plus dans les détail sur le stand, mais en tout cas, c'est vrai que cette voiture est un bon concentré de la technologie aujourd'hui. Mais il n'y a pas que ça. Il y a naturellement les services connectés, et les deux constructeurs français proposent ces prestations. Alors quand on parle de voitures connectées, souvent on fait l'amalgame avec le smartphone et la distraction, mais c'est aussi la puissance du téléphone ou de la clé 3G qui est à l'intérieur et qui permet d'avoir l'information trafic ou des services utiles par rapport à la conduite. Par rapport à cela d'ailleurs, j'ai mis une photo d'un système Coyote. Alors vous pourriez croire que c'est de la provocation, mais en fait non, parce que ce système, outre le fait qu'il embarque une caméra et permet d'avoir de la réalité augmentée, se double également d'un enregistreur vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, en cas d'accident, les dernières minutes qui ont été stockées dans la mémoire peuvent être utilisées comme preuve en cas donc d'accident. Et il y a un assureur qui accepte aujourd'hui ce système. C'est un peu comme ça se fait à la mode russe, hein, vous devez le savoir, où sur les voitures, il y a beaucoup de caméras parce qu'il y a beaucoup d'accidents. Et donc ça permet, en cas de problème, d'apporter une preuve. En termes juridiques, ce soit une référence. Peut-être. Enfin bon, en tout cas, le fait est que ça existe aussi en France, c'est un fait. La reconnaissance vocale, en matière d'ergonomie, aujourd'hui on fait beaucoup de progrès en matière de langage naturel, plusieurs constructeurs utilisent cette technologie. Et puis donc, même si aujourd'hui c'est très embryonnaire, j'ai envie de dire, en France, la radio numérique, il en existe quelques-unes, et quand on peut la recevoir, il y a beaucoup plus d'informations trafic, donc ça veut dire quand même plus de sécurité. Et moi c'est ce que je retiens, donc la sécurité n'a jamais été aussi présente, et surtout sur des véhicules abordables. Et ça, quelque part, Yves Page, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Que la sécurité ne soit pas simplement réservée enfin, à une cas, élite. pour nous, bien sûr, hein, bien sûr. Je dirais qu'il y a 3 types de réactions, en fait, pour moi, hein, à ce diaporama. Il peut y avoir la réaction donc des perplexes, hein, comme disait Joël Vaman tout à l'heure. Par rapport aux caméras En se disant, bon, ok, est-ce qu'on accompagne ou pas le développement technologique, comment on le fait pour que ça soit aussi efficace que ce qu'on promet que ça l'est. Dans la réaction de perplexité de la part essentiellement des pouvoirs publics. Après, il y a la réaction des technophobes. Ils vont dire, ça, c'est pas des aides à la conduite, c'est pas des assistants, c'est des gadgets, quoi. Il y a trop de choses, on n'y comprend plus rien.
faites-nous un peu des éclaircissements là-dessus. Et puis il y a la réaction des technophiles en disant bon, ben, ok, ça c'est peut-être intéressant, ça peut nous aider à réaliser certaines tâches de conduite. L'idée, en fait, pourquoi on fait ça, en fait, les constructeurs automobiles et les équipementiers, pourquoi on propose ça? Il y a plusieurs raisons, en fait, à ça. Hein. La première raison, c'est que la technologie existe. La deuxième raison, alors certains systèmes sont des systèmes de confort, d'autres sont des systèmes de sécurité, d'autres sont des systèmes de confort et de sécurité. Donc une des raisons, c'est de dire le conducteur, comme je le disais tout à l'heure, est défaillant, pourquoi pas ne pas l'assister ou déléguer une partie de la tâche de conduite à ces systèmes-là. Ça va le dégager, effectivement, ça va entraîner des compétences amoindries et d'autres compétences qui sont renforcées. Hein, donc la deuxième raison, c'est la sécurité. La première raison, la technologie existe, la sécurité. Troisième raison, parce qu'il y a de la concurrence. Hein. Donc certains le font, Volvo le fait, Ford le fait, Volkswagen le fait. Donc il faut qu'on le fasse aussi, il faut qu'on arrive à ce qu'on appelle au niveau du marché pour pouvoir aussi, parce que c'est des demandes, hein, c'est des demandes du client, ces choses-là. Hein, voilà. Si vous ne le faites pas, ça serait mal perçu, Oui. peut-être pas compris. Oui, c'est ça. Donc voilà. Et puis, je dirais que, alors après, il y a des problèmes de coût aussi, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, tout ça coûte cher. Hein. Et après, bon, il faut regarder la faisabilité technique. Hein. Tout ça fonctionne sous certaines conditions, dans certaines situations de conduite. Pas tout le temps, vous aviez raison de préciser que certaines fois, on détecte certains obstacles de jour. Il faut quand même une autre technologie pour le détecter de nuit. Parfois, on détecte des obstacles métalliques, parfois des piétons, parfois des corps chauds, etc. Quoi. Donc tout ça est extrêmement compliqué, en fait. Hein. D'une part, à comprendre, et puis surtout à concevoir et à produire. Alors justement, sur la question de la sécurité abordable, Jean-François, vous voulez nous dire quelques éléments? Oui, merci, parce qu'en fait, je voudrais aussi compléter le commentaire d'Yves, hein, que je partage totalement, mais en fait, pour replacer un peu dans le contexte industriel, vous savez certainement que les voitures aujourd'hui, elles sont testées par un organisme en Europe qui s'appelle Euro NCAP, et que tous ces systèmes-là sont en train d'arriver dans une boîte de notation de l'Euro NCAP, ça s'appelle la boîte de sécurité active. Donc, tout à l'heure, je faisais un bref historique de ce qu'on a réussi à faire avec des efficacités extrêmement fortes des systèmes qui ont été mis en place. L'intrusion, la maîtrise des intrusions, la ceinture de sécurité, l'airbag, je ne reviens pas. Là, on est en train de passer dans un monde où chacune de ces fonctions, elle est beaucoup moins efficace que ce qu'on a fait jusqu'à présent. D'où, finalement, la présentation que tu as faite, elle est frappante de ce point de vue-là. On a un catalogue de fonctions diverses et variées, avec chacune des efficacités très différentes. Par exemple, on dit l'ACC, Régulateur vitesse intelligent. Adaptive Cruise Control. Est-ce que c'est vraiment une fonction de sécurité? On peut se poser la question. C'est plus du confort, on pourrait dire. Bon. Et du coup, nous, notre crainte, en fait, parce que évidemment, on le fait tous. Je crois que le diaporama le présente bien. Donc, parce que d'une part, il faut le faire. Si on ne le fait pas, les autres vont le faire à notre place, donc c'est clair. En même temps, nous, chez PSA, on est... par DS, pour l'instant, plutôt des constructeurs généralistes. Il y a des choix à faire, c'est ça? Il y a des choix à faire. Et donc, en fait, je voudrais quand même rappeler que le levier principal, je m'excuse, je vais faire constructeur automobile, mais le levier principal pour essayer de sauver des vies sur les routes, c'est déjà de remplacer des vieilles voitures par des neuves. Et que si les voitures sont trop chères, et si le modèle économique qui nous est présenté n'est pas tenable, ça ne marchera pas. Alors, on pourra toujours se retrouver avec des voitures, par hasard, qui viendraient de l'autre côté du Rhin, super équipé, avec toutes les fonctions qu'on vient de lister là. Pour autant, il y en aura une centaine de milliers sur le parc, ça ne va pas changer la vie de grand-chose, quoi. Alors que si on généralise des fonctions basiques, mais basées, là je me retourne vers le lab, comment essayer de hiérarchiser? Et là, je reviens à l'Euro qu'apporte l'efficacité la plus pertinente. Parce qu'en fait, ce qu'on ne voudrait pas, c'est que l'Euro NCAP, dans son souci de faire de la sécurité, finalement, il faut qu'il soit aussi conscient de la hiérarchie des fonctions. C'est-à-dire que sinon, c'est la course à l'armement et c'est à celui qui a le plus d'argent dans son modèle économique qui va faire de la sécurité. Et ce n'est pas ça, la sécurité de masse. Donc il faut arriver à trouver un modèle économique qui fasse que la sécurité, qui effectivement dans la sécurité active est une sorte de cumul ou de mutualisation de nouveaux capteurs parce que la technologie est là, elle n'oublie jamais quand même qu'il faut que ce soit efficace. Parce que c'est de la sécurité routière qu'on fait, ce n'est pas seulement du marketing. Et il faut aussi que les gens qui notent les voitures, ils aient ça en tête et qu'ils pensent bien que quand on rajoute une colonne avec une fonction, cette fonction elle doit être pondérée sur son efficacité attendue. Il y a des études là-dessus, le lab il est intarissable là-dessus. On sait que telle ou telle fonction est moins potentiellement efficace que d'autres. Donc attention à la course à l'armement, je vais dire étoilée. Alors, puisqu'on a un fournisseur de technologie, donc peut-il faire des efforts pour que ça soit moins cher? Alors, je parlais effectivement, côté technophile, on va faire des efforts, effectivement, mais on en fait déjà. Bon, on ne va pas revenir sur tous les systèmes. Ce qui est intéressant, par exemple, l'anti-angle mort, c'est quelque chose qui est assez pertinent.
Je pense qu'il sera de plus en plus parce qu'on est dans un pays où la population est vieillissante. Les plus de 65 ans croissent 2 fois La vision plus périphérique que le reste. est moins La bonne. vision périphérique, la mobilité au niveau du cou est dégradée, dirons-nous. Et donc ces systèmes sont pertinents. Mais on n'est pas obligé de les faire avec des actionneurs ou des caméras, des radars compliqués. On a sorti il y a quelques années sur une Citroën le premier système anti-angle mort basé sur des ultrasons. Donc on peut aussi avoir une vision low cost de la sécurité pour tous pour rendre ces systèmes pertinents pour le plus grand nombre. Le deuxième système sur lequel je voulais vous donner quelques informations, c'est le freinage automatique d'urgence. Ça me paraît être un système qui est très pertinent puisque, on a à peu près 20% des accidents qui pourraient être évités si ce système était généralisé. Alors certes, il y a un surcoût, bien évidemment. Les premiers systèmes, en 2000, il fallait 3 radars, une caméra. Maintenant, on sait faire ces systèmes-là avec un seul radar, donc il y a eu beaucoup de travail d'optimisation. On a produit, lors des 15 dernières années, 1 million de radars. En 15 ans, l'an dernier, on a produit 1 million de radars, cette année 2 millions, et dans 4 ans, on en fera 10 millions par an. Donc c'est-à-dire que ces systèmes ne s'adressent plus uniquement aux véhicules premium. Et on l'a vu sur le salon, des Fiat 500, des Ford, pour ne pas le citer, qui sont équipés de ces systèmes-là. Donc ça va devenir un standard, et le surcoût n'est pas le surcoût global du système, dans la mesure où tous ces systèmes utilisent l'ESP qui est déjà installé, avec sa capacité de faire du freinage automatique. Et un même capteur peut d'ailleurs remplir plusieurs fonctions aussi. Alors effectivement, une caméra, on peut l'utiliser pour faire du suivi de fil, on peut l'utiliser éventuellement pour faire du freinage automatique, et puis pour les fonctions de confort, panneaux, effectivement, suivre les changements de panneaux qui sont parfois un petit peu aléatoires, dirons-nous, et puis également pour piloter la lumière. Ça peut être aussi une fonction de sécurité. Donc une fonction va servir sur plusieurs domaines. Et puis également, sachant qu'on a des objectifs très ambitieux de réduction de l'accidentologie globalement, ces systèmes étant présents, par exemple le radar étant amené à se généraliser, on a aujourd'hui une possibilité d'optimiser, y compris des systèmes bien établis comme l'airbag. L'airbag, il y a quelques pourcents de cas où il se déploie mal parce qu'on manque d'informations, les capteurs airbag manquent d'informations. Si on a un petit peu une visibilité, si on sait anticiper quelques dixièmes de seconde, ça change la vie. Et là, on va pouvoir, par cette mutualisation du travail des différents capteurs, améliorer la situation globalement, y compris pour un airbag qui est quelque chose maintenant qui est bien établi. Jean-Paul Mizy, tout à l'heure vous expliquiez que l'IFSTAR est donc la conjonction du LCPC, de l'INRETS. Les équipes en tout cas ont travaillé sur justement ces capteurs et pu mesurer donc leur efficacité mais aussi leurs limites finalement. Oui, alors pour revenir, je souscris tout à fait à ce qui vient d'être Parlez dit. bien, j'ai l'impression que votre micro marche pas. Je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit sur le modèle économique. Je pense qu'il faut que, on puisse trouver une économie qui permette de pouvoir diffuser cet ensemble de systèmes pour éviter à la fois les inégalités sociales et à la fois des inégalités territoriales suivant comment ces systèmes sont implantés et sur les véhicules et éventuellement sur les infrastructures. Donc nous, on a travaillé sur ces systèmes-là. Par exemple, prenons, il a été évoqué tout à l'heure, le régulateur. Nous, par exemple, dans les enquêtes détaillées d'accidents, ce qu'on a pu se rendre compte, c'est que, par exemple, il y avait des comportements un peu qui se mettaient en place. Par exemple, en trafic dense, il y avait des comportements de conducteurs qui, désactivaient leur régulateur trop tard. Et donc, du coup, ils diminuaient un certain nombre de distances de sécurité. Ils se mettaient dans des situations de panique importantes. Et donc, un certain nombre de situations d'accident ont été identifiées. Donc, du fait de ça, par exemple, le régulateur interactif peut permettre d'éviter ce type de... Quand il y a un ralentissement, il va ralentir de lui-même la voiture. Voilà. Donc, après, il faut regarder aussi d'autres éléments. Mais je peux témoigner de ça, que donc, du fait d'étudier
chacune des fonctions apportées par tel ou tel système permet d'aider à ça. Alors, moi, ce que je voudrais dire aussi, au-delà de ça, en termes d'évolution, on voit très bien ce que vous avez montré, très justement, c'est que les choses évoluent, je dirais, très fortement, avec, comme ça a été dit, c'est-à-dire que des systèmes qui répondent à des fonctions ou à des sous-ensembles. Mais je pense que le travail qu'il faut qu'on conduise aussi, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut mixer l'arrivée de ces systèmes de sécurité active avec à la fois, je dirais, les systèmes de sécurité passive qui ont été évoqués pour essayer de faire ce que je qualifierais de sécurité prédictive. C'est-à-dire, ça a été évoqué tout à l'heure, on a des morts, mais on a aussi des blessés. Et donc, ce qu'il faut, c'est essayer de voir, c'est important de voir comment les urgences sont gérées, comment les secours sont organisés, mais on peut aussi travailler, nous on le voit dans les recherches que l'on fait, à partir des mécanismes d'accident et le travail qui est fait par nos équipes de biomécanique, donc de médecins et d'ingénieurs, comment est-ce qu'on peut essayer de minimiser certaines lésions ou certaines typologies de lésions pour éviter, je dirais, des vies avec handicap. Donc c'est ça qui est aussi important, il me semble, dans cette évolution, c'est-à-dire de tenir compte et de ne pas travailler de manière séparée les systèmes de sécurité active, les systèmes de sécurité passive. Je pense qu'on est à un niveau où on peut commencer à travailler sur une approche globale et en direction de l'utilité finale, qui est non seulement la mortalité, mais aussi les blessés. L'autre chose importante, c'est qu'on tient de plus en plus compte des usagers dits vulnérables, les piétons et les cyclistes. Oui, alors c'est vrai, on le voit très bien que nos pratiques de mobilité ont changé. Il y a, beaucoup de piétons, il y a beaucoup de deux roues, que ce soit des cyclistes, des deux roues motorisées. Il y a aussi une population qui vieillit, ça a été dit, qui vieillit à l'intérieur du conducteur, mais qui vieillit aussi de la même manière à l'extérieur. Et donc, c'est des gens qui ont une perception de l'environnement. Aussi tous ces jeunes qui traversent la rue avec des écouteurs et qui ne regardent Oui, pas tellement le trafic. oui. Hein. Donc c'est vrai que je dirais ça, c'est des actions qu'il faut qu'on mette en place. Je me souviens qu'on avait fait un certain nombre d'études, alors pas au niveau automobile, mais au niveau conducteur, du moins véhicule poids lourd. Et on voit par exemple qu'en milieu urbain, il y a un certain nombre d'accidents piétons, plus de la moitié, par rapport aux poids lourds qui ont lieu. Et les systèmes de sécurité active peuvent aider par des systèmes non seulement de rétroviseurs, mais d'antiviseurs, par des systèmes d'antidémarrage suivant à minimiser cet impact vis-à-vis des usagers vulnérables. Justement, je lisais cette semaine que Volvo, à la fois pour les voitures et pour les camions, travaille sur un système de détection à 360 pour justement donc analyser le risque d'accident et prendre la bonne action par rapport aux piétons ou tout ce qui peut effectivement arriver. Monsieur Valmin voulait réagir. Oui, je voulais simplement réagir à quelques remarques qui ont été faites. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que nous-mêmes, nous ne sommes pas exagérément technophiles, mais en tout cas, on n'est pas technophobes et on n'est jamais perplexe. Perplexe, ça veut dire on est là devant et on ne sait pas quoi faire. Pas définition, nous savons quoi faire. Et je voudrais reprendre quelques mots de M. Mizzi qui disait régulateur de vitesse. On se rend compte dans des analyses détaillées d'accidents qu'effectivement le conducteur ne l'a pas arrêté à temps, ou au contraire, il n'aurait jamais dû l'utiliser par exemple. Donc nous, c'est ce qui nous anime par rapport à toutes ces nouvelles technologies embarquées, aide à la conduite pour l'instant. Et puis on sait très bien que le futur, c'est le véhicule autonome. On m'a même déjà expliqué que le véhicule autonome va s'adapter à ma conduite et se modifier lui-même par rapport au fait que c'est moi qui conduis le véhicule et pas quelqu'un d'autre. Donc on est en plus, je dirais, dans des étages encore un petit peu plus hauts. Nous, ce qui compte, c'est la place du conducteur là-dedans. On en fait quoi ? On en fait quoi de ce conducteur ? Est-ce qu'on l'informe ? J'ai l'impression qu'il ne l'est pas. Est-ce qu'on le forme ? Non, pour l'instant. Donc il faut qu'on pense à le former. Quand je pense à informer, c'est vrai que quand on regarde les manuels que les constructeurs font, petit guide du mode d'emploi du véhicule, ça devient quelque chose à côté duquel la Bible est un peu ridicule. Je parle en épaisseur.
Donc quand j'achète un véhicule neuf aujourd'hui bien équipé, il va falloir que je passe une certaine soirée à C'est lire pour tout le ça, mode c'est pour d'emploi. ça souvent qu'il y a des modes d'emploi déportés en Bon. version numérique, Alors, d'ailleurs, dans les Blague à véhicules part, sur place. blague à part, j'ai tendance quand même à dire, alors peut-être les constructeurs vont me contredire, mais est-ce que la meilleure façon d'utiliser l'ESP est de ne jamais avoir à l'utiliser? Est-ce que c'est pas ça la bonne solution? Est-ce que la meilleure chose est de ne jamais avoir à utiliser? Bon. Donc on reste quand même dans l'idée que éduquer les gens, c'est quand même pas négligeable. Alors, vous touchez du doigt une Voilà. vraie question qui est celle de la formation. J'aimerais d'ailleurs qu'on dise à ce propos que Renault a un circuit en Normandie où justement il y a de la formation qui est faite, hein, il y a des stages accès sécurité, si on peut en dire un petit mot. Enfin, vous-même ou peut-être Jean-Yves Lecaux s'il le souhaite. Peut-être si tu veux en dire un mot, Jean-Yves. L'idée, c'est de dire qu'on parle de technologie aujourd'hui. Les constructeurs automobiles font de la sécurité routière via le produit automobile, donc via la voiture, évidemment. On met des systèmes de sécurité de protection, des systèmes de sécurité d'évitement en fait d'entrer dans un accident. Hein. Joël Valmer a tout à fait raison. Hein. Si on peut éviter d'entrer dans un processus accidentel, on le fait. Et l'idée, c'est que via les actions de responsabilité sociale de l'entreprise, on a d'autres actions que des actions sur le produit, qui en général soutiennent les actions produits et complètent l'action du constructeur C'est automobile. de l'éco-conduite, c'est des stages C'est de l'éco-conduite, c'est des stages d'éducation, c'est aussi la sensibilisation des jeunes enfants via des programmes sécurité pour tous, et pas que en France, un petit peu en Europe, dans le monde. Donc on accompagne en fait nos actions sur le produit par tout un tas d'actions dont on parle peut-être pas aujourd'hui parce que c'est pas l'objet, mais on fait pas que ça, quoi. On fait pas que de la technologie chez un constructeur automobile. Hein, voilà. Est-ce qu'il faudrait pas, juste avant que Bosch réponde sur la partie ESP, Jean-François Hubert, peut-être demander aux concessionnaires d'en faire un petit peu plus, ou en tout cas les sensibiliser par rapport à ça? Oui, c'est forcément une bonne idée. C'est pas forcément facile. Au niveau des concessions, je pense que c'est une bonne idée, mais c'est peut-être pas la priorité. Ce qu'on fait déjà, c'est sensibiliser les gens à l'intérieur de l'entreprise déjà. Parce que quand même, une entreprise comme PSA en France, c'est 75 000 personnes. Donc la sécurité routière dans l'entreprise, c'est une priorité. Donc il y a des stages de formation sur certains sites industriels du groupe sur lesquels on apprend aux gens à faire. Alors aujourd'hui, je dois dire un mot, il y a une convergence entre l'éco-conduite et la sécurité routière. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'avoir une approche globale, et je crois que c'est vrai. Il y a une convergence, on en parlait ce matin avec le délégué. Avec la voiture connectée, aujourd'hui, on est capable de mettre en œuvre des applications assez ludiques qui permettent à chaque conducteur, y compris dans l'entreprise, d'évaluer sa conduite dans la journée. Donc toutes ces démarches qui sont un peu ludiques, connectées autour d'une tablette ou d'un smartphone, ça amène à avoir une conduite apaisée, ça amène à avoir un autre type de conduite. Et ça, je pense que ça converge avec les intérêts de sécurité routière. Donc effectivement, il n'y a pas que le produit lui-même, il y a aussi l'éducation. Les concessionnaires, c'est une bonne idée, mais c'est difficile le monde de Alors la qu'est-ce que concession. Bosch peut faire dans ce Donc sens-là? oui, je ne vais pas répondre sur l'ESP, je souscris tout à fait. L'ESP, on avait coutume de dire, c'est un ange gardien. Si on était tous des conducteurs parfaits, il n'y aurait pas besoin de ces systèmes-là. Hein. 90% des accidents sont liés au fait qu'on n'est pas parfait. Pardon, clairement. si je peux me permettre, c'est générique à tous les systèmes Tout de sécurité. système L'objectif de de tout ça, c'est sécurité. que ça ne serve jamais. Bien évidemment. Et moi, je voulais rebondir sur la formation. Effectivement, on parle des constructeurs. Peut-être la prise en main devrait être améliorée, mais moi, j'ai une expérience personnelle. J'ai 2 enfants qui passent le permis actuellement. Je veux dire, je suis effrayé parce qu'ils passent le même permis que celui que j'ai passé dans les années 80. Aucun freinage d'urgence, aucun évitement. On fait toujours le bon vieux créneau alors que les voitures se garent toutes seules maintenant. Et là, je pense qu'il y a vraiment à faire pour mieux former nos jeunes qui vont sur les routes. Les voitures ont beaucoup évolué. Elles ont beaucoup plus de possibilités et je pense que la formation, le niveau de formation de nos jeunes, il est trop faible. Monsieur Valmin. C'est marqué sur votre bio, j'y peux rien, là je rebondis là-dessus. Non, mais est-ce que ça veut dire que dans le cadre du permis aussi, il faut changer un peu les choses? Le permis, il évolue. Il a évolué depuis 30 ans. Alors, je ne sais pas, peut-être vos enfants sont tombés au mauvais endroit, au mauvais moment, j'en sais rien. Mais non, le permis a quand même largement évolué. Oui, on continue à faire garer les gens, pas forcément toujours en créneau. Ça peut être une autre manœuvre. Et en tout cas, ce qui est compté, ce qui est jugé, c'est non pas l'exactitude et le parfait emplacement du véhicule par rapport au trottoir ou aux lignes blanches, c'est la façon dont c'est fait. Donc peut-être que ça ne se voit pas, mais en tout cas, ce sont d'autres choses qui sont évaluées que celles qui étaient évaluées. Même moi, quand j'ai passé mon permis, c'était même pas les années 80, c'était les années 70. Donc c'est vraiment quand même quelque chose de complètement différent, même si ça n'est pas encore toujours satisfaisant. Je parlais de les mettre en situation d'urgence. Oui. Simplement faire un évitement, quelque chose de Oui, basique. on a fait ça avec la moto, ils réussissent tous.
Les Allemands ont fait, après un permis moto qui était, il y a une dizaine d'années, considéré comme à peu près équivalent au permis français, c'est-à-dire parmi les 2 meilleurs permis moto d'Europe. Alors évidemment, quand je dis ça, les motards me disent « Oh là, le meilleur permis d'Europe, on en est loin », alors qu'en fait, si, c'est le cas. Et derrière cela, les Allemands, qui trouvaient qu'il y avait quand même encore une certaine sinistralité moto chez eux, avaient imposé un stage supplémentaire. Alors, on faisait du freinage de super urgence, on faisait des études de trajectoire à des vitesses. Voilà. Et ces gens-là se tuaient beaucoup plus vite que les autres. Alors, je ne suis pas tout à fait pour apprendre des choses d'urgence. Je suis plutôt pour dire et pour démontrer, et là où j'aime vraiment ce que font parfois certaines personnes en post-permis, je l'ai vu au Luxembourg, je l'ai vu dans un certain nombre d'autres pays, c'est de dire, voilà, moi je suis l'instructeur, et dans cette situation où je vais te mettre, même moi je ne suis pas capable. Et ça, oui, ça c'est quelque chose qui marque, parce qu'à un moment donné, le jeune va se rendre compte qu'on ne peut pas s'en sortir. Donc ça, c'est plutôt mieux que freinage d'urgence. Au Royaume-Uni, à l'examen du permis de conduire, il y a effectivement un freinage d'urgence qui doit être fait. Et chacun sait exactement à quel moment l'examinateur va le demander, parce qu'il ne peut pas le demander n'importe où. Il faut quand même que ce soit une ligne droite, qu'il n'y ait personne devant derrière, qu'il n'y ait pas de piéton, qu'il n'y ait pas de risque de heurt avec un panneau, un trottoir, parce que freinage d'urgence mal fait, ça se termine mal. Donc il faut que ce soit quand même... Voilà. Donc les endroits sont parfaitement connus. Donc le jeune Britannique s'attend exactement à savoir à quel moment il va faire son freinage dit d'urgence. Alors l'emergency brake au driving test britannique, je n'y crois pas du tout. Hein. Bon, voilà qui est dit. J'aimerais qu'on termine par une séquence véhicule connecté et autonome. Peut-être, Jean-François Weber, une définition, parce qu'on confond souvent les deux. D'ailleurs, on parle beaucoup de véhicules connectés, véhicules autonomes. Bon, déjà, un véhicule connecté, votre définition à vous, c'est quoi ? J'ai envie de dire, c'est un véhicule qui est connecté. Jusque-là, je vous crois. La séparation de domaines que je ferai plus volontairement, c'est le domaine de la connectivité embarquée pour améliorer la navigation et, je dirais, apaiser les trajets, anticiper les embouteillages, les accidents, les suraccidents. Bon, ça, c'est un grand domaine de la connectivité qui inclut d'ailleurs l'infotainment, la distraction, la musique, etc. On parlait de la RNT, la radio numérique terrestre tout à l'heure. Puis il y a un autre domaine qui est aussi de la connectivité, mais qui fait appel souvent à d'autres technologies, c'est ce qu'on appelle les ITS coopératifs. Bon. Et ça, c'est un champ que je voudrais souligner, parce qu'en fait, là, on est aussi dans le domaine de la sécurité routière, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on travaille à des voitures qui vont, là, du coup, connecter, échanger avec l'infrastructure, et permettre à la voiture à la fois d'être prévenue au plus vite d'une situation locale pré-accidentelle, mais aussi de prévenir les autres. Donc on est dans les jargons du car to X, car to I et car to car. C'est-à-dire que la voiture va avoir des informations de l'infrastructure, va donner des informations à l'infrastructure. Typiquement, la voiture allume ses phares, met ses essuie-glaces. L'infrastructure va dire à tout le monde que là, il y a une situation météorologique particulière. Ce qui veut donc dire brouillard, par exemple. Ce qui veut dire nécessité d'être vigilant. Et on peut imaginer même qu'une voiture qui déclenche son ESC dans une situation d'urgence alerte dans un rayon de 200 à 300 mètres les autres qu'elle est dans une situation d'urgence. Ça peut éveiller. Alors, la difficulté, c'est qu'on ne soit pas submergé d'alertes de tout poil et qu'on ne se retrouve pas dans une voiture qui fait bip bip tout le temps. Donc ça, c'est un travail sur les interfaces homme-machine qu'il faut réfléchir. Mais voilà, les deux grands domaines, bon, en gros, c'est les voitures connectées avec une carte SIM et tous ces services, ces aides à la navigation que tu as montré sur les écrans tout à l'heure. Et puis le monde qui se voit un peu moins, qui fait un petit peu moins soyeux de l'extérieur, mais qui est un vrai monde sur lequel il y a des expérimentations aujourd'hui. Renault et PSA sont impliqués dans un programme qui s'appelle SCOOP-ATEF avec l'administration française. Et puis en Europe, ça se passe aussi comme ça. Il y a un corridor entre Rotterdam et Vienne, où un certain nombre de constructeurs font rouler des voitures comme ça. Donc voilà, moi la connectivité, j'ai envie de la définir comme étant connectée, mais avec deux grands domaines. La connectivité que j'ai décrite, qui se voit bien, un peu ludique, mais aussi d'aide à la navigation et d'apaisement de la conduite. Et le deuxième grand volet, qui sont les ITS coopératifs, donc les systèmes de transport intelligents coopératifs, où la voiture là va communiquer avec des bornes sur le bord de la route pour à la fois récupérer de l'information et en donner aux autres. Alors sur la voiture autonome, peut-être que Yves Page peut compléter. Alors, la voiture autonome, c'est un sujet compliqué. Là, on arrive en fin de
de séance. L'idée, c'est qu'une voiture autonome n'est pas autonome tout le temps, en fait. Il y a des degrés d'autonomie, de l'autonomie partielle, de l'autonomie conditionnelle, de l'autonomie totale dans certaines situations de conduite, des autonomies totales et des autonomies avec ou pas un conducteur à l'intérieur du véhicule. Donc, quand on parle de véhicule autonome, en fait, on mélange un petit peu tout, en fait. Voilà. Donc, on n'est pas aujourd'hui dans un état technologique permettant demain de faire circuler un véhicule complètement autonome sur nos routes. Bon, on a des prototypes, bien sûr, expérimentaux, qu'on teste sur simulateur ou qu'on teste sur piste fermée, mais le véhicule totalement autonome, ce qu'on appelle de niveau 5, au sens des échelles de l'autonomie proposée par des organismes internationaux, on n'y est pas encore. Quoi. Voilà. Donc on ne va pas faire rouler ça tout de suite. Par contre, un véhicule partiellement autonome dans certaines conditions de trafic, ça, c'est possible aujourd'hui de manière expérimentale. On fait des expérimentations, on coordonne aujourd'hui nos actions, bien sûr. C'est prévu donc en 2015, le cadre légal pourra justement le favoriser. Alors, le cadre juridique pour faire rouler des véhicules autonomes est extrêmement compliqué. Joël Wallmann, tout à l'heure, a parlé un petit peu de la Convention de Vienne, de la Convention de Genève. Il y a de la réglementation technique, bien évidemment. Il faut aussi qu'on s'assure auprès des assureurs que tout ça est assurable. Il faut qu'on regarde aussi la normalisation dans ces domaines-là pour qu'on soit à l'état de l'art de ce qu'on sait faire technologiquement. On va aussi étudier les régimes de responsabilité. En cas de problème, qui est responsable d'un crash d'un véhicule partiellement autonome, semi-autonome, complètement autonome? C'est le constructeur, c'est l'équipementier, c'est le gestionnaire de voirie, etc. Donc peut-être Joël Wallmann en parlera aussi. Donc l'idée, en fait, pour le véhicule autonome, c'est n'attendons pas un véhicule complètement autonome au Mondial 2016 à Paris. Un mot quand même avec vous, Jean-Paul Mizy, parce que vos équipes, là aussi, ont travaillé sur la délégation de conduite, et donc il y a tout un tas de scénarios, bien sûr, à imaginer. Oui, alors ce que je voulais dire aussi, c'est on dit, souvent on oppose, je dirais, délégation de conduite et puis le fait que, comme on fait une délégation de conduite, le conducteur n'est plus partie prenante et donc les erreurs n'existeront plus. Ce que je voulais quand même dire, c'est qu'un conducteur ne fait pas que des erreurs. À certains moments, il a quand même une capacité de discernement, il a une capacité d'analyse d'un environnement qui fait que, je dirais, en situation de conflit, et ça se voit dans le monde automobile, mais vous prenez dans le monde aéronautique, c'est pareil, en situation de conflit, il est dans cette capacité de pouvoir avoir le bon jugement pour faire le bon choix, je dirais, par rapport tout un ensemble de flux qui arrivent autour de lui. Donc voilà, je voulais quand même préciser ça parce que ça me semble important de le signaler parce qu'on dit toujours, je dirais, le conducteur fait des erreurs, donc il faut supprimer le conducteur et puis il faut que les systèmes, alors il faut, je dirais, en étant ni technophobe, ni mais en allant vers le progrès, parce qu'il faut qu'on aille vers ça, il faut qu'on tienne compte de tous ces éléments. Un progrès maîtrisé, on va dire. Voilà, un progrès maîtrisé par rapport à ces éléments. Joël Wallmann. Oui, simplement pour reprendre ce que disait Yves Page, effectivement, on travaille de manière tout à fait régulière avec les constructeurs et les chercheurs, c'est-à-dire qu'il y a un groupe de travail qui existe de façon à définir les conditions des expérimentations qui pourront être faites sur voie publique. Et là, il y a effectivement le ministère de l'Intérieur avec la délégation à la sécurité routière, il y a la direction générale énergie et climat pour tout ce qui est technique des véhicules, il y a l'environnement, parce que là aussi, il y a des questions de pollution qui peuvent peut-être s'étudier en même temps. Tout est lié, comme Tout disait est lié, Jean-François. Bien évidemment, des représentants du ministère de l'Industrie. Enfin, je veux dire, ce groupe se réunit une fois par mois, de façon à définir les conditions d'expérimentation pour que ces expérimentations puissent avoir lieu. Ce que je voudrais dire, c'est que dans les autres pays européens, ils font exactement la même chose. Aujourd'hui, hier, on était avec Jean-Robert Lopez en Allemagne. Sur les 7 points à l'ordre du jour, il y avait un point sur ce sujet-là, bien évidemment, puisque c'est un sujet qui anime toutes les capitales aujourd'hui. Et bien évidemment, les Allemands en sont au même point, c'est-à-dire qu'ils définissent les conditions dans lesquelles on fait des exceptions au code de la route allemand pour faire ces expérimentations à vitesse, je dirais, normale. Un mot sur le véhicule connecté, sur le deuxième volet, comme disait Jean-François. Sur l'aspect V2V, V2I, la voiture qui parle à la voiture, enfin véhicule infrastructure, c'est vrai que j'ai eu l'occasion, quand j'étais à la Commission européenne, de tester ça en Suède, au pays, non pas de la vision zéro mort, mais de la vision zéro accident.
Et zéro accident qu'on apprend tout petit, zéro accident domestique, zéro accident à l'école, donc forcément zéro accident sur la route aussi. Mais ce n'est pas simplement zéro mort sur la route, hein, c'est plus philosophique que ça. Où effectivement, j'ai pu tester un véhicule où j'ai dépassé un camion et voilà, le camion m'a dit il y a un piéton qui va traverser que je ne pouvais absolument pas voir. Simplement, ma formation que j'ai reçue et mon expérience me permettait, en dépassant le camion et en voyant que j'arrivais à un passage piéton, que ce n'est pas du tout le moment de le dépasser. Donc en fait, j'aurais pas fait le dépassement. Mais d'autres auraient pu le faire et à ce moment-là, il avertit qu'il y a un piéton. Là encore, et j'en termine par ça, nous pensons qu'il faut que nous nous interrogions systématiquement sur la place du conducteur dans ce système, parce que si j'ai à la fois un véhicule autonome qui me sauve de toutes les situations perdues, si j'ai un véhicule connecté qui me donne toutes les informations dont j'ai besoin quand j'arrive à un stop en plein brouillard et qui me dit attention, il y a une moto qui arrive, elle est invisible, ben après tout, je peux être aussi le conducteur jusqu'au boutiste qui fait confiance à tout et qui dit je vais le plus vite possible, je serai averti de tout et je serai sauvé des eaux par la technologie et par la connectivité, etc. Alors je ne pense pas que ce soit une bonne façon de placer le conducteur dans le système. Je pense qu'il faut continuer toujours à le placer sans oublier le premier E qui est Education et puis de faire le bon mix qu'il faut entre Education, Engineering, parce que c'est là la question, il faut bien le faire. Et puis à un moment donné, je pense qu'on continuera à faire de l'enforcement parce que je ne vois pas trop comment on pourrait faire confiance. Un jour, je sais que je tairai le nom de celui qui me l'a dit dans une émission de radio. Il m'a dit si tout le monde était intelligent, on n'aurait pas besoin de code de la route. J'ai dit je souscris, mais ce n'est pas toujours une question d'intelligence. C'est une question, parfois on est distrait, parfois on fait autre chose, parfois on est moins bon. Enfin bon. Donc bien sûr, à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait du contrôle et de la sanction. Mais si on peut ajouter, faire un peu mieux en éducation et un peu mieux en engineering et le faire ensemble, peut-être qu'on aura moins besoin d'enforcement derrière. Merci, on va se garder quelques minutes pour des questions si vous le souhaitez, mesdames, messieurs. Oui, moi quand je vous entends là dire le conducteur ne fait pas que des erreurs, ou on en est très loin de la conduite autonome et tout ça, ça me rappelle la période dans le jeu d'échecs où on parlait des joueurs, enfin, des conducteurs de petites pièces et puis des ordinateurs, quoi. Et on disait mais jamais l'ordinateur n'arrivera à battre. Alors, Garry Kasparov a été battu effectivement par un ordinateur, je crois. C'est ça. En fait, très rapidement, les choses ont évolué. Et aujourd'hui, il ne me semble pas qu'il ait demandé sa revanche, ni lui ni ses successeurs. Donc je me demande si les choses ne risquent pas d'évoluer plus rapidement que ce que vous dites. Et la question subsidiaire, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, si les véhicules autonomes étaient la norme, et si quelqu'un dit on pourrait peut-être confier le volant à des humains, peut-être qu'on dirait principe de précaution, surtout pas. Et est-ce qu'on pourra un jour, est-ce que l'homme arrivera un jour à égaler la machine Bon, en tout cas, élément de réponse à qui? Non, je ne dis pas que ça n'arrivera pas, hein. Je dis que ce n'est pas tout de suite. Voilà. La conception qu'on a aujourd'hui d'un véhicule autonome dans le grand public, c'est le véhicule conduit tout seul, voire le véhicule peut conduire son conducteur. On n'y est pas, c'est ce que je dis. Voilà. Et on a encore quand même quelques années pour qu'on y soit. Mais ça voilà. pourrait venir plus vite que ce que vous... Ah, mais j'ai pas dit de date. Hein. J'ai dit voilà, on n'y est pas tout de suite. Déjà, il y a eu une accélération ces dernières années qui a été stupéfiante. Ça ne sera pas demain non plus. Vous pouvez vous coucher tranquille. Demain matin, ça ne sera pas dans la rue non plus, quoi. Mais ça va venir, bien entendu. Hein, ça va venir de façon très très progressive. Hein. La condition autonome partielle, c'est-à-dire on délègue certaines tâches de conduite, le contrôle longitudinal, un petit peu de contrôle latéral, plus difficile, hein, un petit peu de navigation, un petit peu de guidage. Et on commencera par les bouchons parce que c'est... Aujourd'hui, on est plutôt dans l'idée, comme le dit Joël Waldman, hein, on est dans l'idée que le monitoring en fait de la situation, ce qu'on appelle la conscience de la situation en fait en psychologie de la conduite, là, reste du domaine du conducteur pour l'instant. Voilà. On n'est pas encore dans une situation où la conscience de la situation va être affectée au véhicule. On n'y est pas, très honnêtement, on n'y est pas, mais on y sera. Pas tout de suite. Oui, juste un complément. Je trouve votre analogie avec le jeu d'échecs est très bonne. Mais au jeu d'échecs, quand on perd, on n'est pas mort. Et je pense que ça fait une grosse différence sur l'approche qu'on doit avoir. D'autant plus que les voitures autonomes, à un moment ou à un autre, va falloir les jeter dans un parc où tout le monde n'est pas autonome. Donc cette compatibilité avec des voitures non autonomes, ça va pousser encore les requêtes à un niveau de qualité encore plus élevé. Donc ça rejoint ce que disait Yves. Probablement que vous avez raison à la fin de la fin de la fin.
mais qu'on va procéder par étapes et par phase de vie, de conduite, pour arriver progressivement, peut-être un jour, mais peut-être pas en 2025 quand même, quoi qu'on en dise. Oui, c'était juste pour compléter. Je disais qu'actuellement, le conducteur, par rapport à ce qui existe, qui a été dit demain matin, le conducteur a quand même des capacités de plasticité cognitive, d'adaptabilité en fonction de la variabilité. Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'on a une variabilité à la fois des conducteurs dans leur environnement et une variabilité de l'environnement. Donc, on est dans je dirais, dans des problèmes qui sont avec des degrés de liberté bien plus importants que sur le jeu d'échecs. Oui, simplement pour donner un exemple sur la conduite autonome, effectivement, c'est mieux quand même qu'il y ait un conducteur, quel que soit le niveau de délégation, ne serait-ce que si un des actionneurs tombe en panne, s'il y a un problème, ça peut arriver. Eh bien, il faut l'invertir. Et aujourd'hui, avec certains constructeurs, on travaille sur la disponibilité du conducteur. Effectivement, c'est mieux qu'il soit plus dans l'axe de la voiture, même s'il fait ses mails, qu'il les fasse devant, par rapport au fait d'être tourné. Si il met 5 secondes pour reprendre la main au lieu de 10 secondes, ça change la vie dans toute l'approche sécurité. Donc, le conducteur, il est vraiment très important dans la boucle. Et ça rejoint vraiment les analyses qui étaient dites. Même si beaucoup d'accidents sont liés au conducteur, il faut bien, quelque part, qu'il soit dans la boucle, quel que soit le niveau de délégation. Très, très rapidement, on m'avait dit, pour l'instant, on n'imagine même pas qu'il fasse ses mails. Hein. Je vous le dis, hein, c'est tout. Voilà. On l'imagine, certains constructeurs travaillent sur ce sujet, effectivement. Alors, question de premier rang.